Thank you. Merci. Madame la Présidente, honorés membres de la Cour, c'est un honneur de représenter ici la République d'Afrique du Sud dans cette affaire revêtant une importance exceptionnelle. C'est aussi une affaire qui souligne l'essence même de l'humanité partagée, telle que exprimée dans la Convention contre le génocide en son préambule. Il m'incombe de présenter devant la Cour les actes de génocide qui soutiennent cette requête urgente pour des mesures conventionnelles en application de l'article 41 du statut de la Cour. L'Afrique du Sud soutient qu'Israël a violé l'article de la Convention, l'article 2, par la commission d'actes relevant de la définition d'actes de génocide. Ces actes présentent un comportement systématique dont on peut déduire le génocide. Je vais replacer tous ces actes dans leur contexte. Gaza est une des deux parties qui constituent le territoire de la Palestine occupée par Israël depuis 1967. C'est une bande étroite de quelques 365 km², comme on le voit sur la carte qui vous est affichée à l'instant. Israël continue à contrôler l'espace aérien, les eaux territoriales, les points de passage terrestres, l'eau, l'électricité, la sphère électromagnétique et les infrastructures civiles à Gaza, ainsi que les fonctions gouvernementales essentielles, ou quelques-unes d'entre elles. Et comme un ministre l'a déjà dit, entrer ou sortir, que ce soit dans les airs ou la mer, est tout simplement interdit et c'est Israël qui contrôle les deux points de passage. Gaza, qui est une des régions les plus densément peuplées au monde, héberge quelques 2,3 millions de Palestiniens, dont la moitié environ sont des enfants. Au cours des 96 derniers jours, Israël a soumis Gaza, ce qui a été décrit comme étant une des campagnes de bombardement les plus lourdes dans l'histoire de la guerre moderne. Les Palestiniens de Gaza sont tués par l'armement israélien et les bombardements, que ceux-ci soient aériens, terrestres ou provenant de la mer. Ils risquent également la famine, la déshydratation, les maladies et ainsi la mort du fait du siège que Israël a organisé, de la destruction des villes palestiniennes, d'une aide insuffisante autorisée à atteindre la population palestinienne et l'impossibilité à distribuer cette maigre aide sous les bombardements incessants. Tout ceci rend impossible d'avoir accès aux éléments essentiels de la vie. Ici, pour les mesures conservatoires que nous demandons, et comme cette Cour l'a précisé dans l'affaire Gamba-Myanmar, il n'est pas nécessaire que la Cour puisse prononcer ou se prononcer définitivement sur la question de savoir si la conduite d'Israël constitue un génocide. Seul le fait que certains des actes allégués pourraient tomber sous les dispositions de la Convention se doit d'être établi. En analysant les actes de génocide actuellement commis, dont plainte est faite, il est évident qu'au moins certains de ceux-ci, sinon leur totalité, relèvent des dispositions de la Convention. Ceux-ci sont repris par le détail dans la requête de l'Afrique du Sud et confirmés par des sources fiables, souvent des sources onusiennes. Il m'est à la fois pas nécessaire ni impossible d'en dresser une liste exhaustive. J'en présenterai certains seulement, aux fins d'illustrer une conduite systématique de génocide. Les statistiques des Nations Unies sur lesquelles je me fonde ont été mises à jour en date du 9 janvier 2024. Dans ses arguments oraux, l'Afrique du Sud veillera à illustrer les faits en ayant un recours limité au matériel audiovisuel,
Nous le ferons, Madame la Présidente, avec modération et seulement si nécessaire, et toujours avec grand respect pour la population palestinienne. C'est dans ce contexte que je vais maintenant démontrer en quoi la conduite d'Israël est une violation des articles 2A, 2B, 2C et 2D de la Convention. Le premier acte de génocide qui est commis par Israël est le meurtre de masse des Palestiniens à Gaza, en violation de l'article 2A. Tel que le secrétaire général des Nations Unies l'a expliqué il y a 5 semaines, du fait de l'ampleur des tueries de masse à Gaza, il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza. Et en ce même moment, maintenant que je suis ici, que je me présente à vous, on peut dire que 23 210 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes au cours des attaques soutenues ces 3 derniers mois. Il est estimé que quelque 70% de ces victimes sont des femmes et des enfants. Quelques 7000 Palestiniens sont encore à ce jour portés disparus, présumés ensevelis sous les décombres. Les Palestiniens de Gaza sont soumis à des bombardements incessants, où qu'ils aillent. Ils sont tués chez eux, à la maison, là où ils cherchent à se mettre à l'abri, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les mosquées, les églises. Et alors qu'ils vont chercher de la nourriture ou de l'eau pour leur famille, ils ont été tués quand ils cherchaient à évacuer ou quand ils n'avaient pas évacué ou là où ils avaient pris la fuite, même lorsqu'ils prenaient la route selon les itinéraires déclarés par Israël comme étant sécurisés. Et l'intensité de ces massacres est telle que les corps qui sont retrouvés sont enterrés dans des fosses communes sans être identifiés. Et lors des 3 premières semaines après le 7 octobre, Israël a déployé 6000 bombes par semaine. Israël a déployé au moins à 200 reprises des bombes de 2000 livres sur la région du sud de la Palestine, désignée comme zone de sécurité. Ces bombes ont aussi décimé le nord, même les camps de réfugiés. Les bombes de 2000 livres sont parmi les plus lourdes bombes existantes et les plus destructrices qui soient. Elles sont larguées par des avions de chasse meurtriers pour frapper des cibles au sol par une des armées les mieux équipées au monde. Israël a tué un nombre inélagué et sans précédent de civils, sachant fort bien combien de civils perdraient leur vie pour chacune de ces bombes. Plus de 1800 familles palestiniennes de Gaza ont perdu plusieurs membres de leur famille et des centaines de familles plurigénérationnelles ont été décimées et personne n'ayant survécu, que ce soit les mères, les pères, les enfants, les frères et les sœurs, les grands-parents, les tantes, les cousins, et très souvent tous tués ensemble. Ces massacres ne sont rien de moins que la destruction de la vie palestinienne et infligée de manière délibérée. Personne n'est épargné, même pas les nouveau-nés. L'ampleur des massacres d'enfants à Gaza a atteint une telle proportion que les dirigeants des Nations Unies parlent d'un cimetière pour enfants. La dévastation est destinée et a dévasté Gaza au-delà de toute justification, fût-elle légale et encore moins humaine. Le deuxième acte de génocide qui a été identifié dans notre requête est l'atteinte grave de l'intégrité physique ou mentale des membres
de Gaza, des Palestiniens à Gaza, en violation à l'article 2B, et ce par Israël. Les attaques d'Israël ont entraîné la mort ou la mutilation de quelques 60 000 Palestiniens. Et encore une fois, la majorité sont des femmes et des enfants. Et ce, alors que le système de santé s'est pratiquement effondré, et j'y reviendrai ultérieurement. Un grand nombre de civils palestiniens, y compris des enfants, sont arrêtés. Ensuite, ils ont les yeux bandés. Ils doivent se dévêtir et sont chargés dans des camions pour être emmenés vers une destination inconnue. On ne peut nier la souffrance physique et mentale de la population palestinienne. Passons au troisième acte de génocide, l'article 2C, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Israël a intentionnellement imposé ces conditions et y arrive par 4 moyens. Le premier, le déplacement. Israël a imposé le déplacement de quelques 85% de Palestiniens de Gaza. Il n'y a pas d'endroit sûr où se réfugier et ceux qui ne peuvent ou ne veulent fuir ont été tués au risque de l'être dans leur foyer, leur logement. Nombreux Palestiniens ont été déplacés à plusieurs reprises et les familles continuent à se déplacer en quête de sécurité. Dans son premier ordre d'évacuation, le 13 octobre, Israël a obligé à quelque 1 million de Palestiniens à évacuer des enfants, des personnes âgées, des blessés et des infirmes. Des hôpitaux entiers ont dû évacuer, en ce compris des nouveau-nés aux soins intensifs. L'ordre était de quitter le nord pour le sud en 24 heures. Rien que cet ordre était en lui-même un acte de génocide et exigeait de quitter immédiatement en n'emportant que ce qui pouvait être porté, alors qu'aucune aide humanitaire, ni carburant, eau ou de quoi manger ou tout autre moyen alimentaire était à disposition, puisque tout cela avait été supprimé. C'était vraiment calculé, que c'était pour entraîner la destruction de la population. Pour de nombreux Palestiniens, cette évacuation forcée est inévitablement permanente. À ce jour, Israël a démoli ou détruit quelques 350 000 foyers ou logements. Un demi-million de Palestiniens n'ont plus de foyer vers lequel rentrer. Le rapporteur spécial sur les droits humains des personnes déplacées explique que les logements et infrastructures ont été rasés, empêchant de perspective ou de manière réaliste le retour chez eux pour les habitants de Gaza déplacés et répétant ainsi une longue histoire de déplacements forcés de masse pour les Palestiniens d'Israël. Et rien n'indique qu'Israël accepte la responsabilité de reconstruire ce qui a été détruit. Au contraire, la destruction est fêtée par l'armée israélienne. Des soldats se filment faisant joyeusement exploser des immeubles d'appartements entiers. Ils plantent le drapeau israélien sur les décombres. Ils tentent de réinstaller les colonies israéliennes sur les ruines des maisons palestiniennes et éteignent ainsi la base même de la vie palestinienne à Gaza. Deuxièmement, outre les déplacements forcés, le comportement d'Israël vise délibérément à provoquer la faim, la déshydratation et l'inanition à grande échelle. La campagne d'Israël a poussé les Gazaouis jusqu'au bord de la famine. 93% de la population, et c'est sans précédent, souffrent d'un niveau critique de faim. De toutes les personnes dans le monde qui souffrent aujourd'hui de faim de manière catastrophique, plus de 80% de cela se trouve à Gaza.
La situation est telle que les experts prédisent aujourd'hui que les Palestiniens risquent de mourir de faim ou de maladie plutôt que de suite à des frappes aériennes. Et pourtant, Israël continue à empêcher la livraison d'assistance humanitaire aux Palestiniens, refusant non seulement de permettre l'arrivée de suffisamment d'aide, mais aussi en empêchant la distribution par des entraves et des bombardements incessants. Il y a à peine 3 jours, le 8 janvier, une mission d'agence des Nations Unies qui devait délivrer des fournitures médicales et du carburant indispensable à un hôpital et un centre de distribution de médicaments s'est vu bloqué par les autorités israéliennes. C'est la 5e fois qu'une mission pour ce centre a été bloquée depuis le 26 décembre. Ainsi, 5 hôpitaux dans le nord de Gaza ne disposent plus de médicaments ou d'équipements qui pourraient sauver des vies. Les camions qui peuvent passer sont pris d'assaut par des personnes affamées. Ce qui passe ne suffit tout simplement pas. Madam President, members of the court. Madame la Présidente, mesdames et messieurs de la Cour, voici l'image d'un camion arrivant à Gaza et transportant de la nourriture et des équipements. Troisièmement, Israël a délibérément infligé des conditions telles que les Palestiniens de Gaza sont privés de logements, de vêtements et d'installations adéquats. Depuis des semaines, il y a de graves pénuries de vêtements, de lits, de couvertures et articles non alimentaires critiques. Il n'y a pratiquement plus d'eau propre. Il n'y en a plus assez pour boire, se laver et cuisiner sans risque. En conséquence, l'OMS a déclaré que Gaza, je cite, connaît des taux d'épidémie et de maladies infectieuses qui s'envolent. Les cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans ont augmenté de 2000% depuis le début des hostilités. La dénutrition et les maladies, lorsqu'elles ne sont pas traitées, engendrent un cycle mortel. Le 4e acte génocide du paragraphe B de l'article 2 se caractérise par les attaques de l'armée israélienne prenant pour cible le système de santé de Gaza qui rend la vie invivable. Dès le 7 décembre, le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à la santé notait que l'infrastructure des soins de santé dans la bande de Gaza était entièrement détruite. Les personnes qui ont été blessées par Israël à Gaza sont privées de soins qui pourraient leur sauver la vie. Le système de soins de santé de Gaza, déjà paralysé par des années de blocus et d'autres attaques israéliennes précédentes, est impuissant face au nombre de blessures. Et pour terminer, le rapporteur spécial des Nations Unies pour les violences contre les femmes et les enfants a relevé que les actes commis par Israël sont susceptibles d'entrer dans la 4e catégorie d'actes génocidaires, repris à l'article 2D de la Convention. Le 22 novembre, elle a expressément averti que, et je cite, la violence reproductive infligée par Israël sur les femmes palestiniennes, les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants est susceptible d'être qualifié d'acte de génocide au titre de l'article 2 de la Convention contre le génocide, y compris l'imposition de mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Israël empêche la livraison d'équipements vitaux, dont le matériel indispensable pour les accouchements, dans des circonstances où environ 180 femmes accouchent chaque jour à Gaza. Sur ces 180 femmes, l'OMS estime que 15% risquent de souffrir de
complications lors de leur grossesse ou de l'accouchement et ont besoin de soins médicaux supplémentaires. Ces soins n'existent tout simplement pas. Pour résumer, Madame la Présidente, tous ces actes, pris individuellement ou collectivement, constituent une ligne de conduite planifiée par Israël, révélant l'intention génocidaire de ce pays. Cette intention apparaît de manière claire dans les actes d'Israël qui prend spécifiquement pour cible les Palestiniens qui vivent à Gaza, qui utilisent des armes qui causent des destructions mortelles à grande échelle et qui prennent également pour cible des civils individuels, qui désignent des zones sûres pour les Palestiniens pour qu'ils s'y abritent et qui ensuite les bombardent, qui privent les Palestiniens de Gaza de produits de première nécessité, la nourriture, de l'eau, des soins de santé, du carburant, des installations sanitaires et les communications, qui détruit l'infrastructure sociale, habitation, écoles, mosquées, églises, hôpitaux, et qui tue ou blesse grièvement des enfants ou en fait des orphelins. Les génocides ne sont jamais annoncés à l'avance. Mais cette Cour a devant elle 13 semaines de preuves accumulées qui démontrent de manière irréfutable l'existence d'une ligne de conduite et l'intention qui s'y rapporte qui justifie une allégation plausible d'actes génocidaires. En l'affaire Gambie contre Myanmar, la Cour n'a pas hésité à indiquer des mesures conservatoires relatives à des allégations selon lesquelles le Myanmar commettait des actes génocidaires à l'encontre des Rohingyas dans l'État de Rakhine. Les faits portés aujourd'hui devant la Cour sont hélas encore plus parlants. Et à l'instar de l'affaire Gambie contre Myanmar, méritent et requièrent l'intervention de la Cour de Sion. Chaque jour s'accumulent les morts, les destructions de biens, la perte de la dignité et de l'humanité du peuple palestinien. Les médias nous transmettent des images insoutenables, de terribles souffrances, insoutenables. Rien ne mettra un terme à cette souffrance si ce n'est une ordonnance de la Cour de Sion. En l'absence d'une indication de mesures provisoires, ces atrocités se poursuivront. Les forces de défense israéliennes ont d'ailleurs fait connaître leur intention de poursuivre leur action pendant au moins une année de plus. Selon les paroles du sous-secrétaire général des Nations Unies le 5 janvier 2004, et je le cite, « Vous pensez qu'il est facile de faire passer de l'aide à Gaza? Réfléchissez encore. 3 niveaux d'inspection avant que les camions ne puissent même passer. De désordre et de longues files d'attente. Une liste toujours plus longue d'articles interdits. Un point de passage conçu pour des piétons et non pas des camions. Un autre point de passage où les camions ont été bloqués par des communautés désespérées, affamées. Un secteur privé détruit. Des bombardements incessants. Peu de communication. Des routes endommagées. Des convois pris pour cible. Des retards au point de contrôle. Une population traumatisée et épuisée, parquée dans des parcelles de territoire toujours plus étroites. Des abris qui, depuis longtemps, sont surpeuplés. Des humanitaires déplacés, tués, eux aussi. C'est une situation impossible pour les gens de Gaza et pour ceux qui tentent de les aider. Les combats doivent cesser. Fin de citation.